Mesdames et messieurs, bonsoir, très bonne année à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Cette semaine, nous vous proposons un voyage dans les entrailles de Paris. Sous les pieds des Parisiens existe une véritable ville dans la ville, un mystérieux Paris souterrain. Plus de 200 km de tunnels de métro, 300 km de galeries, des parkings, des égouts et d'anciennes carrières qui ont servi à construire le Paris d'aujourd'hui. Visite guidée avec Damien Coquet. Bienvenue, cette semaine nous vous proposons une émission particulière, une visite de Paris sous terre. Sous les pieds des Parisiens existe une véritable ville dans la ville, un mystérieux Paris souterrain. Plus de 200 km de tunnels de métro, 300 km de galeries, des parkings, des égouts ou encore d'anciennes carrières qui ont servi à construire le Paris d'aujourd'hui. Et parmi ces nombreuses galeries, il y a celle que l'on appelle les catacombes. C'est là où nous nous trouvons, où reposent ces millions d'ossements sous terre dans Paris. À mes côtés, pour nous éclairer, Sylvie Robin, conservatrice de ces catacombes. Merci de nous accueillir ici. Quel est ce lieu et pourquoi est-ce qu'on est entouré de ces millions d'ossements ? Alors nous sommes dans un ossuaire municipal qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle pour accueillir les ossements de tous les cimetières du centre de Paris. C'est d'abord une mesure de salubrité. En fait. Au départ, il y a des problèmes d'hygiène dans le très grand cimetière des Innocents, qui est depuis le Moyen-Âge le plus grand cimetière de Paris, puisqu'il draine toutes les paroisses environnantes. Et on va transvaser tous ces ossements ici. Voilà, et on va transvaser tous les ossements de manière un peu brutale, hein, il faut le dire aussi, et on va les amonceler ici dans une carrière abandonnée qui a beaucoup d'avantages parce qu'elle est en dehors de Paris, c'est un endroit qui n'est pas cher, qui est déjà creusé, qui est humide, donc tout ce qu'il faut pour conserver ces ossements. C'est donc une mesure de salubrité publique d'abord, mais ça va changer ensuite, ça va devenir une sorte d'attraction dans Paris. Oui, alors dès le début, à l'époque de la Révolution, il y a des tas de personnes qui veulent visiter l'endroit où il y a tellement d'ossements, donc on organise des visites un peu secrètes, un peu sous le manteau, réservées aux initiés. Et devant ce succès, en fait, on va transformer l'endroit en un véritable musée, en une promenade souterraine. Alors à toute époque, il y a toujours eu du passage dans les catacombes et dans les galeries de Paris. C'était notamment un lieu de trafic. Oui, on sait qu'il y a eu, à la fin du Moyen-Âge, des contrebandiers qui évitaient les maisons de douane en passant par les carrières. Et pour faire peur aux Parisiens et aux policiers, ils ont créé toute une mythologie de monstres verts qui hantaient les carrières. Combien est-ce qu'il y a de galeries? Parce que les catacombes, c'est qu'une partie de toutes les galeries qui se trouvent sous Paris. Alors on estime que la surface du Paris qu'on appelle sous-miné, c'est-à-dire souterrain, est de 800 hectares. Donc c'est très important et on a à partir du XVIIIe siècle des problèmes d'effondrement, des problèmes de sécurité. Donc d'abord on va interdire d'extraire de la pierre sous Paris et après par décision royale on va créer l'inspection générale des carrières qui depuis le XVIIIe siècle assure la sécurité de tout ce qui est souterrain. Donc c'est une surveillance des fissures, des piliers et de la sécurité des souterrains de Paris. Et aujourd'hui, il n'y a plus de risque d'effondrement, ça ne va pas nous tomber sous la tête ou s'effondrer sous les pieds des Parisiens. Solide. La pierre, c'est de la pierre du Lutétien, c'est une pierre qui est très solide et tout ce qui est un peu, vous voyez là, une fissure qui a été bouchée, tout est surveillé par l'IGC, donc normalement il ne peut rien se passer. Les sous-sols de Paris ne sont pas faits que de galeries, c'est aussi une histoire d'eau. Il y a notamment des rivières souterraines, des lacs artificiels, des aqueducs pour alimenter la capitale en eau et également des égouts pour évacuer les eaux usées. Florence Gaillard et Aurore Dupuis nous emmènent à la source de Rungis à l'Opéra en passant par les réservoirs de Paris. Une petite bâtisse qui cache un secret immense. Super. Ce regard, c'est son nom, donne accès à l'aqueduc Médicis. Il y a 400 ans, Louis XIII pose la première pierre du conduit qui doit approvisionner en eau la rive gauche de Paris. Marie de Médicis, sa mère,
vient de faire construire le palais du Luxembourg et son jardin, qu'elle veut agrémenter de fontaines. Voilà, nous sommes actuellement dans le carré des eaux. Ce carré permettait de capter les sources qui devaient soudre dans l'aqueduc. Et à chaque fois, sur le côté, vous avez des petits passages qui permettent à l'eau de pénétrer dans cet aqueduc. Au IIe siècle déjà, les Romains avaient trouvé la source et construit un premier tunnel qui partait de Rungis. Suivant presque le même tracé, l'aqueduc Médicis fait 13 km et traverse 7 communes. C'est à Arcueil, dans la vallée de la Bièvre, qu'il se révèle, porté par un pont. Alors ici, on ne voit pas seulement un aqueduc, on en voit plusieurs. On en voit 3. On voit l'aqueduc gallo-romain, on voit l'aqueduc Médicis en pierre de taille, et on voit au-dessus, hardiment posé par Belgrand, l'aqueduc de la Vanne, qui mène toujours l'eau potable à Paris. Eugène Belgrand, c'est l'ingénieur chargé d'apporter l'eau au Paris impérial, qui en 1860 compte 2 millions d'habitants. Pour remplir sa mission, il détourne plusieurs rivières et construit de grands réservoirs d'eau, comme celui de Montsouris. Pour les eaux usées, l'ingénieur conçoit un long réseau de canaux comme une ville sous la ville. Ce sont les fameux égouts de Paris. Mais sous Napoléon III, l'eau surgit aussi là où on ne l'attend pas. Quand les fondations de l'opéra sont creusées, elle touche la nappe phréatique qui jaillit à flot. Pour la recueillir, l'architecte Garnier se voit contraint de fabriquer une cuve en béton. Cuve qu'il va finalement utiliser pour équilibrer l'édifice. Charles Garnier a lesté la cage de Seine, le bâtiment central, avec un cuvelage, comme on leste un bateau, comme on quille un bateau en fait, de façon à pouvoir stabiliser les 3 bâtiments l'un par rapport à l'autre. Ce lac artificiel est à l'origine de bien des mythes, comme le fantôme de l'opéra. Mais d'après les pompiers qui y plongent chaque mois pour s'entraîner, aucun artiste maudit n'a pour l'instant été repêché. Il est des sous-sols fréquentés tous les jours par les Parisiens, les couloirs et les tunnels du métro et du RER. Nous sommes ici en plein quartier Saint-Germain, en plein cœur de Paris, à la station Odéon. Elle voit défiler chaque année plus de 6 millions de voyageurs, et ce depuis plus d'un siècle maintenant. Avant le boulot, avant le dodo, c'est le métro, le quotidien du Paris souterrain, et cela dure depuis 1900. Au début du XXe siècle, le pas des chevaux résonne encore sur le pavé parisien. Quelques mètres sous terre, s'opère une petite révolution. Le cœur du métro se met à battre. Pour les Parisiens toujours pressés, c'est un bond en avant. Avant le métro, Paris était desservi par des omnibus ou des tramways qui étaient tirés par des chevaux, qui étaient déjà englués dans des embouteillages. Et donc les Parisiens ont pu traverser Paris en une demi-heure. Alors qu'avec les omnibus à chevaux, il fallait au moins le triple. Le succès est immédiat. 4 millions de voyageurs se pressent dans les wagons de bois du métro. L'année suivante, ils sont 55 millions. La ligne 2, puis la ligne 3, voient rapidement le jour. En 1900, les ingénieurs, les planificateurs avaient vu très très grand, puisque les stations sont les mêmes, le carrelage est resté le même. Les Parisiens peuvent donc désormais parcourir la capitale d'est en ouest. Le prochain défi est de mettre en place un nouveau cap, du nord au sud, et de faire passer le métro sous la Seine. Les travaux sont mis en route en 1905. Ce chantier est d'une ampleur inconnue jusque-là. Je dirais même que c'est une première mondiale que d'oser construire un métro sous un fleuve. Vous voyez, même au Royaume-Uni, on n'avait pas encore tenté sous la Tamise. Alors, le problème est que le sol est extrêmement boueux et qu'on ne peut pas creuser, tout s'effondre tout de suite. Donc, en un premier temps, on gèle le sol, voire le creuser, et en un deuxième temps, on construit les stations, et on laisse la station descendre par son propre poids au fur et à mesure que le sol se réchauffe et se transforme en boue. Le tout Paris se mélange dans le métro. L'élite, séduite par la nouveauté, et la classe moyenne soulagée d'arriver plus vite au travail. Le métro parisien va continuer de s'étendre, de se moderniser, d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre. Les poinçonneurs cèdent progressivement leur place au tourniquet automatique, et dans certaines rames, les conducteurs vont tout simplement disparaître.
Aujourd'hui, le réseau du métro est long de près de 220 km. Et avec le projet du Grand Paris, il devrait bientôt prendre encore un nouvel essai. Voilà pour le passé et le quotidien des sous-sols de la capitale. Mais vous allez voir que ce Paris souterrain a peut-être également de l'avenir. Il reste encore de la place et certains promoteurs immobiliers veulent y croire et misent sur ces espaces. C'est le cas dans le quartier d'affaires de la Défense, à côté de Paris, où vous allez voir que des dizaines de kilomètres de galeries sont toujours disponibles. Des kilomètres de galeries, pas âme qui vive, sur 45 000 mètres carrés. Une ville fantôme sous le plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense. Et un projet qui à première vue semble fou, en faire une zone de commerce, de détente, faire rentrer la vie sous les tours. Pour l'instant, pour y accéder, il faut connaître ces chemins secrets. 12 kilomètres de couloirs abandonnés sous 5 niveaux de parking. Et au bout... Où est-ce qu'on arrive ici? Alors ici, on arrive à la cathédrale engloutie. C'est un immense volume qui fait plus de 12 mètres de hauteur et qui est un volume qui avait été, à l'époque de la construction de la Défense, prévu, réservé pour éventuellement y faire passer les transports en commun. Nous avons imaginé pour vous à quoi pourraient ressembler ces sous-sols aménagés. La cathédrale, pourquoi pas une boîte de nuit géante? La salle des bassins, idéal pour une plantation de fraises hors sol. Mais qu'en pensent les premiers concernés, ceux qui travaillent ici? S'il pouvait y avoir des choses un peu sympas, on pourrait se retrouver après le travail, ce serait quand même une très bonne idée. Vivre sous la ville, pour cet architecte, c'est le seul espace nouveau à conquérir. Si on veut limiter l'étalement urbain, il faut trouver de nouveaux espaces pour réorganiser la ville. Et on a sous les pieds quelque chose qui en fait est une réserve d'espace extraordinaire. À l'étranger, certaines villes ont déjà creusé la voie, comme Montréal et ses 33 km de tunnels construits dès les années 60. Le sous-sol de la Défense, lui, accueillera ses premiers locataires dès l'année prochaine. Allez, il est temps pour nous à présent de rejoindre la surface. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur France 24. La ville de San Francisco s'est lancée un pari fou. Réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici 2020. L'objectif, éviter d'utiliser des décharges ou des incinérateurs trop polluants et qui émettent beaucoup de CO2. Une politique ambitieuse qui semble dès à présent porter ses fruits. C'est un reportage signé Valérie Defer et Sébastien Viagna. Dès l'aube, le balai des camions poubelles commence. À San Francisco, les éboueurs comme Vern réalisent une collecte bien plus minutieuse qu'elle n'y paraît. La poubelle verte sert à mettre les déchets qui se compostent, comme la nourriture, les feuilles et le bois, mais sans peinture ni clous. Et celle-ci est pour les déchets recyclables. Ici, le recyclage est obligatoire. Et s'il y a une erreur de tri, Vern laisse une petite note au propriétaire. Si vous mettez des déchets ou des matières recyclables dans la poubelle verte, on leur met une note pour les prévenir que ça va dans la poubelle noire. On entoure la poubelle qui a été contaminée. Les déchets recyclables sont ensuite acheminés dans ce gigantesque hangar, alimenté par des panneaux solaires. Ici, les tapis roulants et les petites mains trient chaque jour 600 tonnes de plastique, de verre et de papier. Le recyclage crée 10 fois plus d'emplois que les décharges ou les incinérateurs. Et les coûts sont similaires si vous ramassez les ordures pour la décharge, pour les incinérateurs ou pour les recycler et les composter. Compactés, les déchets sont ensuite revendus, une source de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Et si San Francisco est une pionnière en recyclage, c'est grâce à la mobilisation de ses 850 000 habitants. Et donc ça, c'est compostable, c'est fait avec du maïs, je crois.
Et donc avec ça, on peut utiliser ça pour notre compost. Dans sa cuisine, Marc fait très attention à ses déchets. Il est un trieur de la première heure. Vous avez combien de poubelles dans votre cuisine exactement? De poubelles, une seule, c'est là. Une poubelle, un petit truc pour le recyclage, et puis pour le compost, c'est tout. Volonté politique forte et une prise de conscience collective, San Francisco est passé en 10 ans de 40 à 80% de déchets recyclés. C'est important parce qu'il faut diminuer notre empreinte. C'est une habitude. Tu prends ta douche, tu recycles, c'est des choses que tu fais au quotidien. Il n'y a rien d'exotique ou spécial. Le succès de la politique zéro déchet de San Francisco réside surtout dans sa production de compost à grande échelle. C'est chaud, c'est encore en train de fermenter. Ici, on récupère tous les déchets organiques des restaurants et des résidents. Nous récoltons les déchets organiques de la ville, comme les coquilles d'œufs ou les pelures d'orange et les croûtes de pain. Et nous le transformons en ce merveilleux compost que nous revendons ensuite aux fermiers. Après 60 jours de fermentation, ce nouvel or noir, comme on l'appelle ici, est vendu à des agriculteurs biologiques. Oh, tout ça m'a l'air très bien. Oui, il est de très bonne qualité et surtout il n'y a presque pas de bouts de plastique. 30% moins cher que les pesticides, le compost aide aussi à lutter contre la sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Californie. Une quantité de ce compost contient 8 quantités d'eau. Ça nourrit le sol et les minéraux rendent ce sol sain. Et donc les plantes vont mieux pousser. Récupérer les déchets alimentaires des villes pour nourrir les cultures et les sols. Un cycle écologique exemplaire qui pourrait entraîner d'autres grandes villes dans le sillage de San Francisco. Un quart de la population indienne, soit 330 millions de personnes, est actuellement touchée par une grave sécheresse, conséquence de 2 années de faibles moussons. L'État le plus touché est celui du Maharashtra, à l'ouest du pays, avec ses zones rurales arides qui survivent grâce à une noria de trains-citernes chargés d'eau. Mais cette mesure d'urgence n'arrive pas à maintenir en vie l'activité de nombreux agriculteurs. Reportage signé Elsa Kelly et Pierre-Jean Ouvrard. Chaque matin, lorsqu'ils le voient arriver, les habitants de la tour se réjouissent. Dans ce train, pas de voyageurs ni de marchandises. Simplement de l'eau. 50 000 litres d'eau par jour acheminés vers cette ville de l'état du Maharashtra, car la région est frappée par l'une des pires sécheresses depuis un demi-siècle. Après le train, l'eau est transportée en camions-citernes vers les différents quartiers de la ville. Il est midi et il fait déjà plus de 40 degrés. Cela fait plusieurs heures que ses habitants attendent. Maintenant, le problème est résolu. Nous avons de l'eau environ 1 fois par semaine. J'ai l'impression que nous en avons terminé avec la sécheresse. Depuis 3 mois, les robinets de cette ville d'1 demi-million d'habitants sont secs. Le train affrété en urgence par les autorités est une lueur d'espoir, mais c'est loin d'être une solution définitive. Dans un pays où un quart de la population, plus de 330 millions d'Indiens, sont victimes de la sécheresse. Dans ce quartier, l'eau reste une préoccupation quotidienne, une obsession même pour Pratap. Boire ou ne pas boire, où trouver de l'eau, quand prendre une douche. La vie de ce jeune Indien est devenue un dilemme permanent. En ce moment, l'eau est plus précieuse que l'or. Nous payons 5 000 roupies par mois pour l'eau. 5 000 roupies, 75 €. Une somme astronomique pour Pratap et sa famille. On n'a que cette eau pour laver les vêtements. Pour les plus pauvres, l'eau est un fardeau qui s'ajoute à d'autres problèmes. La sœur de Pratap prie donc tous les jours pour que la mousson arrive plus tôt cette année.
Je prie Dieu qu'il pleuve, qu'il y ait de l'eau. Comment trouver de l'eau, se demandent les habitants des villes. Mais comment survivre sans eau, s'inquiètent les paysans. À 40 km de la tour, aucun camion-citerne ne vient et le désespoir est à son paroxysme. Les puits sont à sec. Dans ce village, seule une pompe fonctionne, quelques heures par jour. C'est notre seul point d'eau, mais il ne donne que 25 à 50 litres par jour. Ce n'est pas assez. Nous avons des vaches, d'autres animaux, eux aussi doivent boire. Voilà pourquoi les agriculteurs se suicident. À ce rythme-là, on va tous se suicider. Depuis le début de l'année, dans le seul état du Maharashtra, plus de 300 agriculteurs ont déjà commis l'irréparable. Le père de Jyoti a mis fin à sa vie il y a seulement 4 jours. Mon père avait tant de problèmes et rien ne pouvait l'aider. Ni la nature, ni la ferme, encore moins les villageois. Comment cultiver une terre sans eau? Tout ce que nous avons connu ces 3 dernières années, c'est la sécheresse. Cette année, la sécheresse est beaucoup plus sévère que les autres années. Nous n'avons vraiment plus rien. Pas d'herbe pour les animaux de la ferme, même les hommes n'ont plus rien à manger. À cause de la sécheresse, les récoltes n'ont rien donné ces 2 dernières années. Sans eau pour l'irrigation, beaucoup de villageois ont même renoncé à semer leurs graines. Ces 2 femmes ont été contraintes d'acheter dans d'autres villages leur nourriture. Regardez l'état de mon champ. Il est beaucoup trop sec, rien ne poussera. Et nous ne sommes plus que 2 femmes à la ferme. La situation est encore plus dramatique pour nous. Certains agriculteurs perdent espoir et s'en vont. Ils fuient par milliers leurs champs calcinés. Mumbai, autrefois Bombay, abondance et luxe. La capitale économique de l'Inde n'est qu'à 500 km de la tour. Dans ce camp de la ville, 400 migrants sont arrivés ces dernières semaines. Ils vivent dans des conditions précaires. Une fois par semaine, ces bénévoles leur distribuent de la nourriture. Si nous obtenons un travail, nous travaillons. Sinon, nous restons assis ici. Mais même en travaillant seulement quelques jours par semaine, nous pouvons gagner assez pour envoyer un peu d'argent à notre famille restée au village. Quand je vois la quantité d'eau ici, la manière dont elle est utilisée, je trouve ça fou. En Inde, la guerre de l'eau a déjà commencé et les polémiques autour du gaspillage se multiplient. Même le cricket, sport national, n'est pas épargné. Afin d'économiser l'eau, la Haute Cour de justice de Mumbai a ordonné le déplacement des matchs du championnat national hors de la région. Pourtant, dans ce stade, 20 000 litres d'eau par jour sont utilisés pour garder cette pelouse verte. Les tensions autour de l'eau sont loin d'être terminées. À cause du réchauffement climatique, les scientifiques prédisent que les précipitations en Inde seront de moins en moins prévisibles. Les chiffres donnent le tournis avec 1 milliard de téléphones mobiles en circulation, dont 220 millions de smartphones. L'Inde constitue désormais le 2e marché mondial dans ce secteur, après la Chine. Un développement qui fait naître un défi majeur, celui du recyclage. 93 millions de tonnes de déchets digitaux sont jetés chaque année en Inde. Pourtant, depuis 2012, une loi oblige les producteurs de ces équipements à organiser leur collecte. Mais elle est loin d'être appliquée. Plus de 90% des produits électroniques sont recyclés illégalement dans les bidonvilles des grandes villes. Une situation qui génère d'importants problèmes sanitaires et environnementaux. Reportage signé Yanis Granier, Claire-Marie Germain et Constantin Simon. Silampur, à l'est de Delhi. C'est le quartier du recyclage. Ordinateurs, imprimantes, téléphones. Chaque jour, ils arrivent par tonnes de tous les coins du pays pour être triés, démontés et revendus en pièces détachées. Une pratique illégale qui fait vivre une centaine de boutiques comme celle de Gulfam. Le jeune homme a débuté il y a 12 ans. Si on peut remplacer les pièces, alors on le fait. On répare les appareils et on les revend pour leur donner une seconde vie. À Silampur, rien ne se perd, tout se répare ou se transforme. Plastique, fer, aluminium, cuivre, tous les composants des matériaux électroniques ont une valeur. Mais le métal le plus recherché, c'est l'or, que l'on trouve dans les puces de cartes de circuits imprimés.
Pour l'extraire, les cartes sont plongées dans des bains d'acide. C'est une pratique dangereuse et les ouvriers n'ont aucun équipement de protection. Ce qui n'est pas réutilisable est brûlé à même le sol. Les vapeurs toxiques dégagées polluent l'environnement et dégradent la santé des travailleurs, notamment les enfants qui fouillent la décharge. Ariane et Shabab ont 11 et 13 ans. Cela fait 6 ans qu'ils travaillent ici. Tout ça, c'est des déchets. Il y a du cuivre, donc pour moi c'est utile. Chaque année, l'Inde traite plus d'1 million de tonnes de déchets électroniques, le résultat d'un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, le pays est le 2e plus grand marché de smartphones après la Chine. Nehru Place, au sud de Delhi, est le cœur électronique de la capitale. Les smartphones s'y vendent pour presque rien. Une bonne batterie, une bonne qualité photo. Et c'est combien? 30 €. C'est très bon marché. Oui. Les privats attirent de plus en plus de consommateurs. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'équiper le font, les autres accumulent les téléphones qu'ils jetteront dès le nouveau modèle. Pour éviter les dérives du gaspillage, certaines ONG collectent du matériel électronique et le transmettent à des agences de recyclage officielles. Chintan est l'une d'entre elles. Aujourd'hui, Vijay Bhatt et son équipe sont à l'université Zakir Hussain pour y récupérer de vieux ordinateurs. Il y a beaucoup de déchets en Inde, mais pas un bon système de recyclage. 95% des déchets vont dans le secteur illégal. Vous voyez tous ces ordinateurs? On a de plus en plus de déchets électroniques. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins d'ordinateurs qu'aujourd'hui. En plus, la technologie s'améliore et on doit se débarrasser des anciens appareils chaque année. Depuis cette année, une loi oblige les entreprises indiennes à recycler 70% de leurs déchets électroniques dans le secteur légal. 459 kilos. Aujourd'hui, c'est une bonne collecte. On s'est donné comme objectif 1 tonne ce mois-ci. Et rien qu'aujourd'hui, on ramasse plus de 450 kilos. Ça ne cesse d'augmenter. Dans 3-4 ans, il y aura 2 fois plus de déchets. C'est dû à la consommation. Avant, une personne avait un portable. Aujourd'hui, chacun en a 2, 3. Donc évidemment, les déchets augmentent. Notre consommation augmente, les déchets augmentent. Pour l'instant, aucun système de contrôle ne garantit l'application de la loi et toujours plus de déchets continuent d'affluer dans la capitale indienne. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Plus d'1 million de personnes sont arrivées en Allemagne l'année dernière. Un défi de taille pour les réfugiés et la population allemande. Pour comprendre la dimension de cette tâche, nous sommes allés à Schlotheim, dans le land de Thuringe, une petite ville de 4000 habitants qui accueille près de 800 demandeurs d'asile. Anne Maillet. Schlotheim, dans la région du Thuringe, une petite ville tranquille de 4000 habitants qui a vu sa population augmenter de 20% en quelques mois. En janvier, 800 réfugiés se sont installés dans cette cité en bordure de la ville. La plupart sont originaires d'Afghanistan et de Syrie. Leur priorité, apprendre l'allemand pour s'intégrer. Sie ist verheiratet. Mandy est bénévole. Elle vient ici 3 fois par semaine pour donner des cours. Notre objectif, c'est qu'ils apprennent l'allemand pour qu'ils puissent ensuite intégrer l'école. On essaie d'évaluer leur niveau pour déterminer leur classe. Certains d'entre eux savent beaucoup de choses, mais il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école et ce ne sera pas facile de les intégrer dans une classe normale. Ce foyer a été créé à la hâte après l'arrivée de plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. 4 travailleurs sociaux ont été recrutés pour s'occuper d'eux et les aider dans leur installation et leurs démarches administratives.
Rien que l'inscription à l'école, c'est beaucoup de paperasse que les réfugiés ne peuvent pas assumer seuls. Ensuite, dans les formulaires à remplir à l'agence pour l'emploi, les caisses d'assurance maladie, les demandes d'asile, tout ça c'est vraiment beaucoup de papier. Apprendre la langue, s'adapter au quotidien en Allemagne, un effort de tous les jours pour ces réfugiés qui sont isolés du reste de la population. Nombre d'entre eux le vivent comme un frein à l'intégration. Hier wir sprechen Dari, Farsi und in Schule alle Afghanisch und wir sprechen Dari. So wir kann keiner sprechen gut Deutsch. L'Allemagne, c'est super. Mais dans les villages comme ici, il n'y a pas d'école, pas de possibilité d'étudier pour nos enfants. On aimerait être dans une grande ville. Leur seul contact quotidien avec la population allemande, ce sont ces allers-retours entre la cité et le supermarché de la ville. Mais ici, la présence de ces migrants continue de susciter des inquiétudes. Ils mettent des réfugiés devant notre porte et nous disent « débrouillez-vous ». Mais il s'est passé tellement de choses depuis qu'ils sont là. Par exemple, ils ne savent pas faire du vélo correctement. Je l'ai constaté encore tout à l'heure. Ils font du vélo sans se soucier ni de la circulation ni des voitures. On ne peut plus faire ses courses tranquillement, ils parlent sans arrêt. Ce n'est pas agréable. Du coup, je fais mes courses le matin pour les éviter, car ils dorment longtemps. Le choc des cultures à petite échelle. Alors pour briser les barrières, la paroisse locale a créé un groupe de bénévoles. Leur mission, organiser des activités pour les habitants du centre comme ces cours d'art plastique. Une cinquantaine d'habitants s'impliquent au sein de l'association. Aucun d'entre nous ne savait à quoi s'attendre. Et personne ne nous a dit ce que l'on pouvait faire pour aider. Notre pasteur nous a dit, on y va, on voit comment ça se passe. Et on a rencontré des gens tellement gentils qu'on s'est dit, on va se mobiliser pour les aider. Ce jour-là, le pasteur fait découvrir aux habitants du foyer un site internet créé par la région pour mettre en contact la population locale et les nouveaux venus. Pour lui, c'est la société civile qui doit désormais prendre le relais dans l'intégration des réfugiés. Vous pouvez vous inscrire sur ce site internet et publier des annonces si vous avez besoin de baskets de football ou encore si vous cherchez un appartement. Les réfugiés reçoivent certes de l'aide de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire et il ne peut pas créer des possibilités de rencontres entre les Allemands et les migrants. Cette démarche, il faut qu'elle vienne de la population elle-même. Un travail de longue haleine. Selon une étude publiée au mois de mai, la moitié de la population pense que la présence des réfugiés aura un impact négatif sur le mode de vie en Allemagne. Après avoir été pointé du doigt par le passé pour ne pas respecter ses obligations d'identification des migrants, l'Italie applique désormais de nouveaux procédés d'identification imposés par l'Europe et qui sont mis à l'épreuve chaque jour, particulièrement en Sicile, où débarquent la plupart des migrants. C'est un reportage de notre correspondante Natalia Mendoza. C'est un sauvetage terrible, ils étaient 10 canots. Pour le capitaine Tognazzoni, c'est désormais la routine. Cela fait plus de 6 ans qu'il est en poste ici, à Pozzallo, dans l'extrême sud de la Sicile, une des principales portes d'entrée pour les réfugiés sur le chemin de l'Europe. On voit que les débarquements augmentent, surtout avec l'arrivée de l'été. Depuis le mois de mars, ça n'arrête pas. Ici, à Pozzallo, nous avons 1 à 2 débarquements par semaine. Aujourd'hui, ils sont 280 à avoir été secourus en Méditerranée. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée. Dès leur premier pas sur le sol italien, ils sont photographiés par la police et les plus fragiles sont suivis de près par le personnel sanitaire. Il y a un jeune qui a été blessé au pied et 2 femmes enceintes. L'une d'entre elles est syrienne et voyage avec sa famille. La maman ne va pas à l'hôpital, elle n'en a pas besoin. Pour l'instant, elle va bien. Partie de Syrie pour fuir la guerre, cette famille espère s'installer en Europe. Mais pour cela, elle devra être identifiée ici en Italie. Elle est donc immédiatement transférée en bus vers un hotspot, un centre d'enregistrement dédié aux nouveaux arrivants. C'est là que nous nous rendons. Quelques kilomètres vers le nord, nous arrivons à Trapani, où se trouve l'un des 5 hotspots d'Italie. Ces migrants arrivent directement du port.
Ce hotspot existe depuis à peine 6 mois. Ici, autorités italiennes et européennes travaillent ensemble. Objectif, accélérer les procédures d'identification pour éviter de perdre trace de ces personnes. Le premier contrôle est assuré par des agents de Frontex, l'agence communautaire des frontières européennes. Et ton nom et prénom? Les agents de Frontex font une pré-identification des hôtes. Ils prennent nom, prénom, date de naissance et nationalité. Un à un, ils sont photographiés, même les plus jeunes. Suit un entretien en tête-à-tête avec des officiers italiens de l'immigration. Cette femme vient du Soudan. Elle a traversé la Méditerranée seule avec ses 5 enfants, dans l'espoir d'une vie meilleure. J'ai demandé au psy comment était la mer. Elle m'a dit c'est dangereux. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est dangereux? Elle a dit la mort. Nous avons vu la mort. J'ai dit ici en Italie, restez tranquille, ce sera la paix ici. Maintenant il va mesurer la pression. On va voir la pression parce qu'elle n'a pas mangé. Chaque migrant passera un examen médical complet, comme ces femmes qui ont fui la Guinée-Conakry. J'ai été forcée par un mariage forcé par des parents. Et j'ai dit que je n'aime pas le mari. Et on m'a forcé, forcément que je vais m'épouser avec le monsieur. C'est pour ça que tu fuis? Oui, c'est Tout le long de leur séjour, une équipe de psychologues et d'humanitaires accompagne les migrants et les informe sur leurs droits et leurs devoirs. Le principal d'entre eux, laisser leurs empreintes digitales en Italie, car c'est par l'Italie qu'ils sont entrés dans l'Union européenne. Regardez, en ce moment, on prend les empreintes de chaque doigt de la main droite. Les empreintes sont enregistrées sur Eurodac, la banque de données européenne qui centralise les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et immigrés illégaux. Comme cette personne est entrée illégalement en Italie, on lance aussi une recherche au niveau européen pour voir si elle est déjà rentrée en Europe par d'autres frontières européennes. En vertu du règlement de Dublin, les migrants identifiés en Italie ne pourront pas déposer leur demande d'asile ailleurs. En 6 mois, dans ce centre, plus de 8000 migrants ont enregistré leurs empreintes. Nous identifions presque 100% des migrants qui arrivent. On le fait pour l'Europe. Tout est prioritaire. L'ordre public, l'information qu'on fournit à ces personnes, l'aspect sanitaire et humanitaire. Les hotspots permettent aussi de trier les réfugiés syriens et irakiens des autres, car ils bénéficient de quotas de relocalisation dans d'autres États membres de l'Union européenne. Tous ceux qui viennent d'autres pays devront rester en Italie et justifier leur demande d'asile auprès d'une commission, comme celle-ci. Pourquoi vous êtes en Italie? Mon père travaillait jusqu'à ce qu'il ait eu un accident. Il a dû arrêter de conduire, de travailler et rester à la maison. Et donc j'ai dû me mettre à travailler pour prendre en charge toute la famille. Ezirim vient du Nigeria. Il a débarqué à Lampedusa le 8 juillet dernier. Son histoire et ses motivations sont communes à la plupart des migrants économiques. Je suis en Italie pour chercher du travail. Je veux travailler pour pouvoir m'acheter à manger et aider ma famille. Pour être entré illégalement et sans papier en Italie, Ezirim a reçu un décret de refoulement et a été placé dans un centre d'expulsion. Il pourra quand même déposer un recours assisté par un avocat. Parmi les 153 000 migrants qui ont débarqué en Italie l'année dernière, près de 2% ont été rapatriés. 30 000 armes illégales circuleraient sur le territoire français, d'après la police. Elles ont été achetées illégalement, mais très facilement pour quelques centaines d'euros. La plupart de ces armes proviennent d'Europe de l'Est. Comment fonctionnent ces réseaux? Les explications de Julien Cheida. Les douaniers en sont convaincus. Des armes se trouvent à l'intérieur de cette maison. L'équipe progresse lentement. Chaque pièce doit être sécurisée. Ces perquisitions sont très risquées. Le suspect n'est pas chez lui.
Mais sa femme vient tout juste de réceptionner une pièce de pistolet et des chargeurs. On continue, allez. Épaulé par une équipe cynophile de la police, les douaniers trouvent très rapidement plusieurs armes. Là, on a un pistolet mitrailleur Uzi. Là, sur l'étagère, à ce niveau-là, on voit un fusil de type Kalachnikov. Une fois rassemblé, l'arsenal est impressionnant. Beaucoup de ces armes sont illégales. Des pièces de collection qui n'ont pas été neutralisées, c'est-à-dire mises hors service dans les règles. Pour certaines, il suffirait de changer une pièce pour qu'elle tire à nouveau en rafale. Ça, c'est une pièce qui n'est pas neutralisée, c'est de la carcasse. Il n'y a que le canon, il suffit de remplacer le canon. Une partie des pièces a été achetée sur Internet, tout simplement. Il y a malheureusement des individus qui n'ont pas conscience que les commandes qu'ils peuvent faire et la revente qu'ils font ensuite tombent dans les mains du grand banditisme ou de personnes qui souhaiteraient commettre des actes terroristes. Destinées à l'origine aux collectionneurs et au cinéma, ces armes neutralisées à blanc ou remises en état de manière frauduleuse inquiètent les autorités. Le fusil d'assaut du tueur de l'hypercachère Hamedi Koulibaly était une arme à blanc. Un VZ-58 comme celui-ci remis en état par un trafiquant français. La seule modification qui était apportée sur l'arme, pour la faire tirer à blanc, c'était 2 trous dans le canon dans lesquels on avait mis des goupilles. La chambre n'était pas modifiée, la culasse n'était pas modifiée, la carcasse n'était pas modifiée. Donc il suffisait de réparer le canon pour pouvoir faire tirer cette arme. Donc c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé dans un des attentats récents. 1 an et demi avant les attentats de janvier 2015, dans un document, la Commission européenne s'inquiétait déjà. Dans l'Union, les services répressifs sont préoccupés par le fait que des armes neutralisées sont réactivées et que des produits tels que les armes à blanc sont transformés en armes à feu létales. Pourtant, les débats européens sur la lutte contre les marchés parallèles se sont accélérés après des attentats de novembre dernier. Quand une arme est neutralisée, c'est plus une arme, c'est un objet. C'est-à-dire que ça peut circuler n'importe comment dans l'espace européen. C'est vraiment quelque chose qu'on veut renforcer et tracer les armes neutralisées comme des vraies armes en fait. Pour le moment, les États membres n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Ces armes neutralisées remises en état par le terrorisme ou le grand banditisme proviennent surtout de pays de l'ex-URSS. Certains de ces pays font partie aujourd'hui de l'Union européenne, mais les normes en matière de neutralisation sont beaucoup moins strictes qu'en France. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Place à présent à notre rubrique mode. Coup de projecteur sur le prêt-à-porter printemps-été 2017. Chez Christian Dior, l'italienne féministe Maria Grazia Chiuri présente dans un décor minimaliste sa toute première collection. Stella McCartney, qui aime autant l'élégance que la planète, prêche, elle, pour une mode raisonnée. Vanessa Stewart reste fidèle à son esthétique rétro, chic, sophistiquée. Et du côté de Chanel, dans le décor recréé d'un data center, Karl Lagerfeld encense les nouvelles technologies. Paris bouillonne. Les présentations des collections Printemps-été 2017 sont un gigantesque melting pot qui attire les personnalités les plus incandescentes. Marion Cotillard, Natalia Vodianova, Kate Moss, Laetitia Casta, elles sont toutes là, même Rihanna, car chez Dior, pour succéder à Raf Simons et pour la première fois de son histoire, la maison a nommé une femme, l'italienne féministe Maria Grazia Chiuri. Monsieur Dior était persuadé que la mode était évolution et révolution. Quand on est un enfant, on pense qu'on ne changera jamais. Moi, je pense qu'on change constamment, tout au long de notre vie. Cette première collection Dior de Maria Grazia Chiuri évolue dans un décor minimaliste. Elle s'éloigne du stéréotype masculin-féminin, place aux escrimeuses. La sportive, le combat. Et il y a beaucoup de femmes qui sont des créatrices aujourd'hui dans toutes nos grandes maisons qui défilent à Paris cette semaine. Et je trouve que c'est un signe très encourageant. À travers une collection plutôt déstabilisante, Maria Grazia propose plus qu'un simple énième nouveau vestiaire. Elle soumet l'idée de changer les rapports humains. Je pense que nous devrions reparler d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tout le monde croit vraiment en l'égalité. Mais moi, je crois beaucoup en l'égalité.
Le féminisme de la créatrice s'affiche sur un t-shirt blanc tout simple, avec jupe en tulle brodée de fil d'or. La qualité dans l'égalité. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ce t-shirt? Au revoir. Au-delà des sourires, des people et des paillettes, la mode est un secteur sérieux. Un rapport inédit des différentes fédérations précise que la mode française pèse 150 milliards d'euros, plus que les industries de l'automobile et de l'aéronautique réunies. Mais revenons aux émotions provoquées par cette semaine de collection. À l'école des Beaux-Arts, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, Julie Delibrand, directrice artistique de la maison Sonia Rykiel, rend un hommage subtil et émouvant à la créatrice disparue en août dernier. Mon inspiration, c'était autour de la blouse de travail et de l'uniforme, et je trouvais ça intéressant et le confort de pouvoir créer un uniforme pour une femme où après elle se sent libre de ses gestes sensuels et féminins, et une joie de vivre et une surprise quand même, toujours un peu de surprise. La blouse de travail repensée en volume oversize. Des pulls XXXXL, des manches géantes, des rayures. Adieu les contraintes, place aux choses voluptueuses et faciles à porter. Sonia, c'est pas une marque, c'est vraiment quelqu'un qui habite encore cette maison. En plus d'une idée de mode révolutionnaire, elle a porté aussi l'idée d'un féminisme soft, une espèce de douceur comme ça, extrêmement forte. L'esprit féminin. Vanessa Seward a réussi à le capturer. Au Théâtre du Châtelet, la créatrice française, qui a grandi entre Londres et Paris, reste fidèle à son esthétique rétro, chic, sophistiquée. Ça part presque de mes envies à moi, et après j'élargis. C'est des silhouettes de femmes que j'admire, voilà. Mais c'est très spontané. Un petit je ne sais quoi s'immisce à l'intérieur d'une véritable collection de prêt-à-porter faite par une femme pour les femmes. Très beau, très simple, tout ce que j'aime, très portable et très chic. C'est la distinction et l'élégance à l'état pur, parce qu'elle ne refuse pas des codes de féminité extrêmement appuyés, avec quand même quelque chose où on arpente la ville fièrement, dignement. Amoureuse de la planète autant que de l'élégance, Stella McCartney fait passer à travers ses vêtements un message politique. Émissions de gaz à effet de serre, pollution, consommation d'eau, élimination des déchets, elle prône le développement respectueux. Notre manière de fabriquer et de sourcer nos produits, c'est extrêmement important. On est une très belle maison qui se développe, qui va bien, donc je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Une prise de position qui passe aussi et surtout par les matières. Chez Stella McCartney, jamais de cuir, de fourrure ni de plumes, mais des cotons haut de gamme, déclinés en mailles douillettes et confortables. Une fausse décontraction, un luxe et une volupté. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux. Je ne suis pas experte en mode, du tout. Mais si, mais si. Et que serait la semaine de la mode à Paris sans Chanel? Ses défilés spectaculaires et ses décors toujours sous la nef du Grand Palais. Le robot, c'est pour évoquer l'idée d'une créature venant d'un futur inconnu, portant la plus iconique des vestes. Le data center. C'est contemporain. C'est l'idée de la femme moderne. Mais ce n'est pas une technologie froide. C'est de la technologie intime. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une féminité fluide et sportive. La technologie dirige le monde parce qu'elle change le monde. Et ça rend beaucoup de choses plus faciles. Une collection futuriste et optimiste. Il y avait quelque chose de vraiment qui respirait la jeunesse, ce que je trouve toujours très agréable. Casquettes, lingerie, un psychédélisme éthéré. C'était très positif, j'ai trouvé comme défilé. Une vraie fraîcheur, un souffle plein de bonnes vibes. Les vibrations d'une génération ultra connectée parcourent la planète à la vitesse de la lumière. Place à l'évolution, place aux nouvelles technologies vertueuses, place à un féminisme moderne. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne, en mon nom et au nom de mon réalisateur Charles de Gaulle-Torfay. Bonne année à toutes et à tous.